Pour terminer notre discussion sur les méthodes de régularisation, donc comment augmenter nos résultats de généralisation, on va présenter quelques petites techniques ici. Une technique qui a été développée, c'est de faire ce qu'on appelle du label smoothing. C'est de considérer qu'il y a possiblement du bruit sur nos étiquettes, donc des erreurs d'étiquetage. Dans ce cas, on ne va pas vouloir s'entraîner vers une étiquette qui est parfaite, donc c'est un one-hot vector, puisque il y a la possibilité, une possibilité epsilon, qui a une erreur dans nos données d'étiquetage. Alors plutôt, ce qu'on vient faire, c'est, comme on le voit ici, on va venir soustraire epsilon à l'entrée 1 de notre one-hot vector et ensuite répartir ces epsilon sur les K-1 classes restantes. Ainsi, par exemple, si j'avais 5% d'erreur sur mes étiquettes, où on estime qu'on a 5% d'erreur, bien, on va vouloir converger vers 0.95 pour la prédiction de la bonne classe, ou tout le moins de la classe qui est indiquée comme étant la bonne. Un aspect intéressant du label smoothing, c'est qu'on va venir empêcher nos classificateurs de devenir surconfiants. En effet, la cible ne sera plus de prédire 100% pour la bonne classe, mais de prédire quelque chose comme par exemple 95%. Aussi, rappelez-vous, lorsque on veut obtenir une sortie de 1 dans une softmax, ça implique que le score correspondant à cette entrée-là doit atteindre une valeur infinie, ce qui n'est pas possible avec un nombre limité d'itérations lors de notre descente de gradient. Donc, d'avoir une valeur prédite, une valeur cible inférieure à 1, donc peut-être 0.95, comme je disais, bien, il y a la possibilité maintenant que notre entraînement va finir par converger à une valeur fixe pour le score en sortie. Si vous voulez en savoir plus, il y a 2 articles qui ont introduit ou discuté de cette méthode, donc Rethinking Inception Architecture, et aussi Regularizing Neural Networks by Penalizing Confident Output. Certains articles semblent indiquer que la taille de la mini-batch peut avoir un impact sur la capacité à généraliser. C'est-à-dire que plus la taille de la batch est petite, plus la descente de gradient est bruitée. Donc, ça nous permet d'identifier des minimums ou des régions plus planes dans notre profil de perte qui correspond à J. Par contre, en ce moment, ces techniques-là, je vous dirais, elles sont encore à l'étude. On n'a pas de démonstration autre que des démonstrations empiriques. Notez aussi que si votre mini-batch est trop petite, il se peut que certains réseaux ne convergent pas lors de l'apprentissage. Par exemple, parce qu'on a besoin de calculer des statistiques sur une mini-batch. Puis si la mini-batch est trop petite, les statistiques sont très bruitées. Ça va venir nuire à l'entraînement. Il existe une technique qui s'appelle Optimal Brain Damage qui consiste à modifier l'architecture durant l'entraînement. Lorsqu'on entraîne un réseau de neurones, il se peut qu'il y ait des neurones, par exemple, pour lesquels ils soient toujours inactifs. Un neurone mort, par exemple, parce que les entrées de relus soient toujours inférieures à 0. Et l'objectif ici, c'est de venir identifier, lors de l'entraînement, ces neurones qu'on peut retirer. Au final, ce qu'on cherche, c'est un peu comme une sorte de gradient. C'est pas vraiment un gradient qu'on va calculer, mais l'idée, c'est, si je fais une opération de délétion dans mon réseau, je voudrais idéalement que cette opération-là n'ait aucun impact sur ma perte J. Et après avoir retiré ces neurones, on poursuit l'entraînement. Conceptuellement, c'est très similaire à ce qu'on appelle le pruning. C'est une opération qui est faite maintenant lorsqu'on a un réseau qui a été entraîné et finalisé. Pour l'opérationnaliser, c'est-à-dire le déployer sur les serveurs pour réduire les coûts, ce qu'on peut faire, c'est venir identifier dans les réseaux quels neurones n'ont pas d'impact sur la classification pour des jeux de données et ainsi on les retire. On a vu aussi que la batch norm pouvait aider à régulariser les réseaux et certaines personnes ont même dit que ça rendait le dropout inutile pour certaines situations. On verra plus tard dans les transformers les layer norms qui sont utilisés pour normaliser. Pourquoi ils vont faire du layer norm au lieu du batch norm? C'est essentiellement du fait que pour la batch norm, si je distribue ma batch sur différents GPU physiques, il va falloir que je transmette les statistiques entre les différents GPU, ce qui vient ralentir l'entraînement dû à cet échange d'informations. Alors que la layer norm, lui, n'implique pas de transfert de données entre des GPU. Donc, c'est un grand avantage. Il y a aussi des techniques comme on appelle le fractional max pooling, le stochastic pooling. On ne les verra plus cette année parce que c'est des techniques qui sont très peu utilisées. Mais sachez que c'est une technique qui pourrait possiblement vous aider à régulariser. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des simulateurs pour générer des données qui vont souvent être utilisées pour une phase de pré-entraînement. On voit, par exemple, des problèmes en vision, surtout pour des problèmes de vision qui sont reliés à la robotique. L'utilisation de moteurs de jeux vidéo comme Unity ou Unreal qui se sont spécialisés à faire essentiellement des images qui ont un rendu presque photoréaliste. Mais on voit aussi des simulateurs comme Carla pour les voitures autonomes ou Mujoko pour des robots humanoïdes ou des robots à pattes qui ont été développés dans le cadre du projet OpenAI Gym. Par contre, on a un problème qui s'appelle le Reality Gap ou le Sim to Real. L'idée qu'il existe une différence dans les données entre celles qui sont générées par un simulateur et les données réelles. Mais comme disait si bien Rodney Brooks, simulations are doomed to succeed. Éventuellement, on peut penser qu'on va obtenir un simulateur parfait
de sorte que les données générées par un simulateur vont être capables de fournir suffisamment d'informations pour pouvoir entraîner des systèmes qui, par la suite, vont opérer sans perte de performance dans la réalité. Vous avez ici un exemple de données simulées qui était généré pour un projet fait par un étudiant de doctorat qui s'appelle Vincent Grondin. Et il s'intéressait à créer un réseau de neurones qui pouvait détecter et segmenter des arbres dans les images. Donc, ce qu'il a fait, il a créé des modèles 3D avec des arbres, de l'illumination, des sols, et ainsi de suite. Ensuite, il a fait générer des images en plaçant des caméras à différents endroits pour constituer un jeu de données. Ce qui est important, c'est comme on a accès au modèle 3D réel et la pose de caméra, on peut donc aussi venir identifier automatiquement les pixels dans l'image qui correspondent aux objets d'intérêt, ici les deux arbres. Donc, c'est un avantage ici, je peux générer beaucoup de données et je contrôle parfaitement les conditions d'éclairage, par exemple, la saison et ainsi de suite. Il existe une catégorie d'algorithmes qui s'appelle les algorithmes de domain randomization. Et ici, le concept, c'est de venir vouloir réduire l'écart entre la simulation et la réalité en faisant varier de façon infinie les paramètres de la simulation. Ça peut être au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau des éclairages, aussi au niveau de la physique. Si vous simulez un appareil qui va venir saisir des objets, bon, la friction qui va être utilisée, on va la faire varier aléatoirement d'une simulation à l'autre. Et l'idée ici, c'est qu'avec beaucoup de variations dans le simulateur, la réalité va apparaître comme si ce n'était qu'une des variations qu'on avait lors de notre entraînement. De cette façon que viennent combler en partie l'écart entre la simulation et la réalité, donc le fameux reality gap. On voit ici un exemple d'application de domain randomization pour un problème de course par drone. Et l'objectif ici, c'est d'avoir un drone qui va suivre un parcours dans lequel il y a plusieurs portillons, comme on voit ici en rouge, donc c'est un portillon ici. Et c'est basé sur l'utilisation de caméras embarquées sur le drone. Et encore là, parce que c'est un drone, on n'a pas accès à beaucoup de données d'entraînement. Donc, on voudrait en générer le plus possible en simulation parce que si je m'en pour faire voler un drone, ça coûte cher dans le sens qu'il peut avoir des brises, il peut avoir des collisions et tout ça. Donc, si j'avais accès à de la simulation, je pourrais créer des montagnes de données sans impact sur le matériel. Et après ça, entraîner mon réseau à trouver, par exemple, les différentes portes dans les simulations, dans les images. Et on voit ici justement dans la vidéo, vous voyez la quantité de textures, de couleurs, de formes pour être capable d'entraîner un réseau à venir détecter la position de l'entrée dans la porte, de façon à automatiser le parcours. Et au final, ça a permis de faire un système où on a un drone de type FPV, First Person Viewer, qui est capable de battre un humain dans une course à obstacles. Donc, le drone doit être capable de passer à travers toutes les portes qu'on voit ici. Et les spécifications techniques du drone sont quand même impressionnantes. On parle d'accélération de 12 G maximum et aussi d'une vitesse maximale de 108 km/h, tout ça pour un parcours interne. Et vous allez voir dans la vidéo, avec une traînée de lumière du drone, vous voyez comment le drone il est extrêmement agile et il est capable de venir non seulement détecter la position des différentes portes, mais aussi être capable de gérer la dynamique assez complexe d'un drone volant à ses vitesses et avec ses accélérations. Puisque la régularisation, c'est de traiter du problème de la généralisation, je voulais discuter brièvement d'un article qui était assez important qui s'appelle Understanding Deep Learning Requires Rethinking Generalization. Essentiellement, le but de l'article, c'était de démontrer que même sans régularisation, les réseaux de neurones profonds sont capables de quand même bien généraliser. La première étape qu'ils ont fait dans leur article, c'est que le réseau de neurones est suffisamment puissant, suffisamment gros, donc a suffisamment de paramètres pour être capable d'apprendre par cœur un jeu de données. Donc faire un overfit parfait. Essentiellement, vous le savez que si vous avez plus de paramètres que de données, en théorie, vous pouvez parfaitement apprendre un jeu de données. Et après avoir démontré que les réseaux sont suffisamment grands pour apprendre par cœur le jeu de données, eh bien, ils vont démontrer que lorsque j'utilise des entraînements normaux, des descentes de gradients, etc., les réseaux arrivent à généraliser, somme toute, assez bien, même si je n'utilise pas de régularisation explicite. Donc, en quelque part, ça vient de défier la sagesse conventionnelle qu'on vous enseigne souvent dans les cours en vous disant « Ah, s'il y a trop de paramètres, le système va overfitter. » Mais ici, ce que cet article-là vient dire, c'est oui, le réseau a tous les moyens d'overfitter 100% sur votre jeu de données d'entraînement, mais au final, il va quand même relativement bien performer sur les données de test. Ici, on voit d'un peu plus près la démonstration qu'ils ont fait que leur réseau de neurones est capable d'apprendre par cœur les jeux de données d'entraînement. Ils ont créé 5 jeux de données. Essentiellement, ils en ont créé 4
à partir d'un vrai jeu de données existant. Donc, ils ont pris Cypher 10 comme jeu de données. Donc, on voit ici, si j'utilise les vraies étiquettes de Cypher 10, on voit que la perte, en fonction du nombre d'itérations pour l'entraînement, finit par tomber en zéro. Donc, ici, essentiellement, j'ai appris par cœur le jeu de données d'entraînement, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On veut que le réseau apprenne qu'un chat est un chat et qu'un bateau est un bateau. Ce qui devient plus intéressant, c'est ici, ils ont fait ce qu'on appelle un Fixed Pixel Shuffle. Donc, ils ont trouvé ils ont calculé une fois une permutation des pixels, donc échanger le pixel 25 avec le pixel 34 et ainsi de suite. Et ils vont appliquer cette permutation-là identique à toutes les images. Donc les images vont être, si vous voulez, comme déconstruites. Et après, ils vont faire un entraînement pour voir est-ce que le réseau peut apprendre par cœur. Et on voit ici, effectivement, le réseau est capable d'apprendre par cœur. Pour complexifier les choses, ils ont plutôt remplacé les images par du bruit gaussien. Et on voit ici que même si les images maintenant ne représentent plus vraiment des chiens, des chats et des bateaux, donc on sort les étiquettes, on voit que le réseau a quand même été capable d'apprendre par cœur les données. Dans le cas suivant ici, en rose, on voit qu'ils ont fait une permutation des pixels dans les images, sauf que cette permutation ici, elle va être aléatoire, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas la même pour d'une image à l'autre. Donc, c'est pratiquement seulement comme du bruit gaussien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la différence entre les deux ici est relativement faible pour les courbes d'entraînement. Finalement, disons l'aspect le plus diabolique, c'est de dire je vais donner des étiquettes aux images de façon aléatoire. Donc, si j'ai 10 classes, ça veut dire que seulement 10% des images de chats sont étiquetées comme étant des chats. Et 90% du temps, ce sont les étiquettes comme bateau, cheval, voiture qui vont être utilisées comme étiquettes. Ce réétiquetage-là, il est fait une fois de façon aléatoire et on entraîne et on voit que malgré cette grande difficulté, puisque là maintenant j'ai des images de chats qui sont étiquetées comme étant des bateaux, on voit que ça prend nettement plus d'itérations à apprendre, mais au final, on finit quand même par apprendre ce jeu de données-là. Donc, ça démontre que clairement, on peut apprendre par cœur les jeux de données d'images avec un réseau qui a suffisamment de capacité. Un aspect aussi intéressant de l'article, c'est de voir que la dynamique d'entraînement, vous voyez, c'est tout le temps une courbe qui ressemble un petit peu à, sans parler d'une sigmoïde, là, mais ici, on voit comment c'est un peu tout le temps la même dynamique pour les entraînements, la vitesse à laquelle ici on baisse, c'est pas mal la même chose pour peu importe les types de jeux de données qu'on va utiliser. Donc, la dynamique d'apprentissage, elle est relativement similaire d'un cas à l'autre. Le résultat le plus important de l'article, c'est de démontrer que même si je n'utilise pas de régularisation, eh bien, je vais être capable d'avoir un réseau qui peut quand même bien généraliser. Donc, par exemple, ils ont pris un réseau de type Inception qui possède 1,7 million de paramètres. Et ce qu'on voit donc dans les régularisations qu'ils ont utilisées, du random crop, qui est une technique d'augmentation de données, rappelez-vous, et le weight decay, qui est une pénalité sur les poids, de sorte à faire à ce qu'on veut minimiser la magnitude au carré des poids. Et ce qu'on voit lorsque j'utilise ces deux techniques de régularisation, j'obtiens ici 100% de précision sur en entraînement, donc j'ai clairement overfité, puis ça c'est correct. Mais voyez comment en test, j'obtiens quand même 89% ici. Si j'enlève le weight decay, j'obtiens ici 89,3 en test, donc c'est quand même pas si pire. Si j'enlève le random crop, mais que je conserve le weight decay, on voit ici, on tombe à 86. Mais l'aspect vraiment qui a été un peu une polémique, si j'enlève le random crop et le weight decay, donc j'enlève toute régularisation explicite dans mon réseau, eh bien, voyez, je ne tombe pas à 10% qui serait la situation où je prédis une étiquette au hasard. Hein. Si j'ai 10 étiquettes, ben, si j'en prédis une au hasard, ça va être 1 sur 10, donc 10%. Donc, on ne perd que quelques points de pourcentage par rapport à un réseau qui est entraîné avec de la régularisation. Pourquoi ça fonctionne? L'hypothèse, c'est que c'est la descente de gradient stochastique qui, en quelque sorte, induit une régularisation. Parce que la SGD, vous allez vous promener, vous allez faire qu'un nombre limité de pas dans l'optimisation, et c'est ce nombre limité de pas, et des pas aussi qui sont aléatoires, puisque le SGD, je présente un exemple, je fais un forward pass, je fais mon backward pass et je mets à jour. Donc, si vous voulez, c'est une mini-batch de 1. Bien, il y a tellement de bruit aussi que ça favorise la généralisation. Le deuxième aspect de l'article, c'était de démontrer que la batch norm, en soi, est aussi une manière de régulariser les choses. Hein. Rappelez-vous, la batch norm, on va calculer une moyenne, un écart type, et cette moyenne et cet écart type-là va dépendre de la batch. Donc, quelque part, il y a un petit côté aléatoire aussi, dépendant des exemples que j'ai mis dans ma mini-batch. Ce qu'on voit dans le tableau, donc si W/O, c'est pour without. Donc, si je prends mon réseau Inception et que je retire la batch norm, vous voyez comment on passe la performance de 85,75 à 82%. Donc, vous voyez une chute d'environ 3-4%. Ça veut donc dire que, implicitement, certains éléments d'un réseau, comme la batch norm, peuvent aussi favoriser la généralisation.
Dernier élément que je voulais apporter aujourd'hui, c'est un article qui s'appelle Fixing the Train Test Resolution Discrepancy. C'est l'idée que lorsqu'on fait des regnures aléatoires, du random cropping, eh bien, ça peut altérer la taille moyenne des objets lors de l'entraînement. Il y a un élément important, on doit tester comme on s'entraîne et on doit s'entraîner comme on teste. Et ici, si artificiellement, j'ai tendance à réduire ou à grossir la taille des objets lors de l'entraînement, ben, il se peut, si la moyenne de ces tailles-là est différente que celle des données de test, ça se peut que j'obtienne des performances inférieures lorsque je viens tester. Par exemple, souvent, lorsqu'on fait les tests, on va utiliser une rognure carrée au centre de l'image, alors que lorsqu'on va faire le train, ben, la rognure peut être un peu partout dans l'image et venir capturer donc l'objet ici. On le voit ici, le cheval qui est encadré. Ce qui fait que, au final, lorsque je vais ramener ma rognure à une taille de 224 par 224, qui est la taille, disons, standard de votre réseau. On voit ici que la taille du cheval, lors de l'entraînement, il est plus gros que la taille du cheval lorsqu'on a fait, on voudrait tester. Et c'est cette différence-là, cet écart-là de grandeur des objets qui va venir induire une perte de performance lors de l'inférence. La proposition qu'ils font, eux autres, dans leur article, c'est de toujours bien s'assurer que lorsque vous avez des rognures, que la taille des objets lorsque vous faites ces regnures aléatoires-là, soit similaire aux statistiques de la taille des objets dans votre jeu de test, c'est-à-dire lorsque vous voulez déployer votre réseau dans des vrais problèmes. Vous voyez ici un autre exemple d'ajustement des tailles. Et le fait de justement tenir compte des différences de taille lorsqu'on fait les random crop en entraînement par rapport au test, eh bien, on peut facilement gagner 1 à 5 de performance en test, ce qui est non négligeable. Dans la figure, justement, c'est ce qu'on voit ici. Lorsque je m'entraîne, par exemple, à une résolution de 64, à cause de ces regnures aléatoires, de ces random crops, qui a tendance à modifier la taille des objets, les rendre plus gros, par exemple. Ce qu'on voit, c'est lorsque je viens tester, on voit ici la précision en top 1, donc est-ce que la classe prédite maximalement est la bonne? Et ce qu'on voit, c'est si je m'entraîne à 64, pour des images de 64, la meilleure performance, je l'obtiens à 96 pixels en test, parce que justement, mes objets étaient trop gros, par exemple, lorsque j'ai fait le train. Même chose lorsque je m'entraîne, par exemple, à 128, on voit que lorsque je m'entraîne à 128, le pic de performance est plutôt à 192. Quand je m'entraîne à 224, mon pic de performance, il est à 312 pixels, et ainsi de suite. Donc, lorsque je m'entraîne à 384, mon pic de performance était 448. Et tout ça est dû, je le répète, au fait que lorsqu'on fait le random crop, on vient possiblement agrandir les objets si la rognure aléatoire elle est plus petite que la rognure qu'on utilise lorsqu'on fait les tests. Ce qui est surprenant, c'est que c'était découvert seulement il y a quelques années, ce biais-là. Personne avant n'avait pensé investiguer ce problème. Mais gardez ça en tête. Assurez-vous que lorsque vous faites vos augmentations de données ou vos regnures aléatoires, il faut que la taille des objets soit en moyenne la même que ceux de vos données de test.